Bienvenue à ce spécial plateau sur l'état de la nation en République démocratique du Congo, marqué par le traditionnel discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange ce samedi 15 décembre 2012 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est au Palais du Peuple dans la salle des congrès, bien entendu. L'événement se déroule dans cette salle. Dans quelques instants, nous serons en direct du Palais du Peuple pour justement vous permettre de suivre l'adresse du chef de l'État. Il s'agit d'une adresse axée sous le signe de la consolidation de la paix pour un Congo plus fort. L'événement appelle analyse et commentaires. Dans quelques instants, mes invités, on va vous les présenter. Voilà, ils sont là, à toutes les têtes grises de ce pays, au cœur de l'Afrique, au cœur du monde, la République démocratique du Congo, un pays de contrastes, un pays des grands enjeux. Ce pays très convoité par ses voisins et même la communauté internationale. Nous allons analyser, décrypter le discours du chef de l'État avant, tout comme après, avec Norbert Yamba, qui est à ma gauche. Il est acteur de la société civile. Et puis après Norbert Yamba, nous avons Franklin Tiamala. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Et à ma droite, j'ai immédiatement après moi Philippe Bioya, professeur d'université et internationaliste. Et puis nous avons Papi Tamba, analyste politique. Il est de la majorité présidentielle. Et enfin, Yves Kissombé, cadre du PPRD. Bienvenue à tous. Voilà. Nous allons, le chef de l'État, comme vous le savez, va prendre la parole à partir de 10h, heure de Kinshasa, 11h, heure de l'Est de la République, pour justement s'adresser au peuple congolais à travers les deux chambres du Parlement. Le programme, nous l'avons, c'est à partir de 10h que le discours pourra intervenir. Mais bien avant ces discours, nous allons, sur ce plateau, essayer de spéculer un peu sur ce que va dire le chef de l'État. Mais ça ne sera pas tellement des spéculations parce que, on l'a dit, le discours est placé sous le signe de la consolidation de la paix pour un Congo plus fort au cœur de l'Afrique. Nous allons prendre un extrait de la vidéo sur l'état de la nation avec la réalisation avant que les invités ne prennent la parole. Après sa première mandature couronnée de succès que de difficultés, un mandat d'un régime assis sur les alliances, Joseph Kabila se présente un homme vraisemblablement plus rassuré, plus inspiré que jamais et plus outillé idéalement pour affronter un second mandat. Voici maintenant une année depuis qu'il a été réélu. Une année où, par-dessous les progrès diplomatiques et économiques enregistrés, controverses politiques et sécuritaires se sont chevauchées. Voici la première année de la deuxième mandature de Joseph Kabila. Merci. Sur ce plateau, on commence avec les politiques d'abord. Yves Kissombé, nous l'avons dit, vous êtes cadre du parti présidentiel PPRD. Alors, Joseph Kabila, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire exactement aux Congolais? Merci encore pour l'invitation. Sans entrer dans le secret des dieux,
parce que je n'ai pas pris connaissance préalablement, probablement comme l'ensemble des Congolais et des cadres politiques également. Il y a certainement une petite poignée de collaborateurs qui ont travaillé à la rédaction du discours du chef de l'État avec lui, mais je puis affirmer que la Constitution nous renseigne très clairement sur ce discours, sur l'état de la nation que tient le président de la République chaque année devant l'Assemblée nationale et le chaque année. Et donc c'est l'occasion pour le président de la République de brosser la situation politique, institutionnelle, sécuritaire, économique, sociale, culturelle, bref, la situation générale du pays. Il dit aux Congolais dans quel état se trouve le pays, c'est l'état de la nation. Exactement de la même façon, c'est une tradition qui existe ailleurs aussi, comme le président des États-Unis fait son discours annuel sur l'état de l'Union. C'est exactement la même chose, l'Union, les États-Unis étant une union. Et donc nous aussi, nous allons donc pour la 6e fois depuis 2007 entendre le président Kabila nous tenir un discours extrêmement important qui n'a d'égal en aucune circonstance en fait, parce que c'est un discours vraiment particulier. Vous avez souligné l'évocation de la paix pour continuer les efforts de développement, etc. Mais les Congolais attendent vraiment, et ce sera certainement fait parce qu'il est dans cette charge-là, qu'il parle de l'ensemble de la situation du pays et effectivement, avec l'actualité brûlante, la situation sécuritaire à l'Est, la mobilisation générale. Je ne doute pas qu'il va accélérer cet appel pour que les Congolais soient plus que jamais unis dans la cohésion nationale parce que le Congo en a besoin, le Congo doit être sauvé. Très bien, Frankel Chiamala. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Le président, aujourd'hui, devant les élus du peuple, le moment est particulier avec la guerre nous imposée par les voisins du Congo dans l'Est. Les autres secteurs, est-ce que vous craignez qu'ils soient oubliés, par exemple, ou qu'ils passent inaperçus? Merci beaucoup pour l'invitation, Fabien. Je voudrais joindre ma voix à celle de Yves pour considérer dans une approche tout à fait exploratoire simplement que nous sommes pratiquement à mi-chemin du processus qui nous conduit vers la réalisation de l'ambition que le chef de l'État a voulu partager avec tous les Congolais. C'est l'ambition de faire du Congo à l'horizon 2030 un État émergent. Nous sommes donc à mi-chemin de ces processus, des modernisations de notre pays, de reconstruction de notre pays, et en pareille circonstance, j'imagine que tout serviteur commis aux hautes fonctions qui sont celles d'un chef de l'État saisit une occasion constitutionnelle comme celle-ci pour rendre compte et dire au peuple congolais, dire à son peuple qui, par effet de contagion, s'est approprié de cette ambition-là, de voir le Congo devenir une puissance émergente à l'horizon 2030. Et donc, on marque un peu l'arrêt pour considérer quelles sont les embûches auxquelles nous faisons face à mi-parcours, et quelles sont les avancées que nous faisons, et ceci pour nous permettre probablement de faire quelques ajustements susceptibles de nous permettre d'aller vers l'atteinte de l'objectif. Et donc, ceci étant, en pareille circonstance, aucun aspect de la vie de la société ne peut être négligé. Aucun. Il est vrai que, comme nous l'imaginons, le point d'orgue de cette adresse pourra probablement être la situation d'insécurité à l'est de notre pays et qui fait en ce moment, qui est en fait semblable à un grain de sable dans la machine de reconstruction de notre pays, et entraînant ainsi des morts, des viols, des vols,
des populations entières déplacées. Et donc, c'est une situation qui marque un peu un frein à l'élan qui a été amorcé. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, toute l'attention du pays et celle du premier citoyen de notre pays sont focalisées sur cette situation-là particulièrement. Très bien. Vous l'avez dit, la guerre a essayé de rafler justement l'attention du peuple congolais et de ses dirigeants. Justement, l'attention portée sur d'autres secteurs. Norbert Yamba, société civile, Joseph Kabila avait promis pour ce second mandat de faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté de la classe moyenne, un Congo donc un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique industriel, une terre de paix et de mieux-être, une puissance régionale au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, cette guerre, à votre humble avis, semble freiner un peu l'élan. C'est votre lecture? Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut quand même que je dise un mot par rapport à la pertinence de l'exercice d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, il s'agit d'une question de faire l'état de la nation. Faire l'état de la nation suppose qu'on puisse photographier le pays. Et cette photo permet à la personne qui réalise cela d'évaluer le cheminement. On est parti à l'état zéro, on est arrivé à un certain niveau. Il prend la photo de départ et compare la photo de départ à la photo d'arrivée. Et il essaye de dégager des leçons. Et vous l'avez dit, au regard de ce que vous êtes en train d'expliquer, le président de la République a pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements de faire notre pays un vivier d'intelligence, une puissance au cœur de l'Afrique, une puissance énergétique, une prospérité économique, bref. Notre ami l'a dit, à l'horizon 2030, ce serait un pays émergent. Et donc, pendant une année d'exercice du pouvoir, ça sera l'occasion du président d'évaluer et d'apprécier la performance réalisée. Mais ici, vous posez la question de savoir, est-ce que la guerre, oui, on comprendra, au regard de ce qu'il aura dégagé comme force, les différentes réalisations, parce que la guerre est un risque. La guerre peut remettre en question un certain nombre de choses, c'est vrai. Mais c'est l'occasion maintenant que nous sachions qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été réalisé, est-ce qu'il y a eu un début de réalisation, qu'est-ce que la guerre a apporté, et quels sont véritablement les résultats qui ont été court-circuités à cause de la guerre. Mais il ne faudrait vraiment pas, pour l'instant, dévancer le chef de l'État. Je crois qu'il y a des institutions qui fonctionnent chaque jour. C'est vrai que la guerre est là, mais ces institutions font quand même quelque chose. Vous n'allez pas me dire que, bon, toutes ces institutions, on les met orientées essentiellement à l'Est pour terminer essentiellement la guerre. Mais je pense que la vie se gère en tenant compte des différents secteurs de la vie nationale. De la même manière que la guerre constitue un défi, c'est de la même manière que l'électricité constitue un défi, de la même manière que l'eau constitue un défi, les routes constituent un défi. Et donc cette immensité de problèmes, on a la responsabilité, naturellement, d'apporter des solutions de qualité par rapport aux différents problèmes, y compris la guerre. Et donc c'est l'occasion maintenant d'écouter le président de la République pour voir si véritablement nous avons fait un bon bondissement. C'est de cette manière-là qu'on va apprécier la performance. Il va nous le dire, Philippe Bioya, internationaliste, professeur d'université. Vous, de manière prospective, sans entrer dans le secret du chef de l'État, comment voyez-vous cette première année qui, avant d'être justement bouclée de son mandat, son second mandat, cette année est caractérisée par une guerre qui avale quand même beaucoup de millions. Oui, je pense qu'en tant que citoyen, on ne devrait pas s'interdire effectivement de se mettre en fait en perspective, parce que c'est en fait ça, comme d'aucuns l'ont dit ici. Qu'est-ce qu'on va mettre en perspective? Vous avez évoqué un ensemble de projets, d'objectifs
nationaux que le président avait décrété vouloir servir au cours de son mandat. Mais aujourd'hui, il y a la guerre. Et je crois que la guerre, il ne faut pas la dissocier des autres objectifs, parce que vous avez voulu que nous imaginions en fait une approche globale. Parce qu'on ne peut pas parler sécurité sans parler économie. Parce que c'est lié. Et la guerre, ce n'est pas parce qu'en fait, elle survient qu'elle devient un risque. Parce qu'on dit que la paix, puisque vous avez dit que ça va être... L'État-nation doit tourner autour de l'objectif de la consolidation de la paix. Mais on a dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est qu'aujourd'hui, je crois que le président, moi, je donne mon avis, le président devait, par rapport en fait à l'épreuve que constitue la conjoncture, qui est une épreuve importante, parce que c'est une épreuve qui n'engage pas que la bonne volonté des Congolais, qui engage en fait aussi les volontés des puissances étrangères, des pays voisins et de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois, on doit savoir, le président devrait nous donner des raisons de croire effectivement à la poursuite de son projet. Il devrait nous montrer que la guerre, en fait, ne vient vraiment pas à arrêter la marche de l'histoire, et que l'épreuve, l'hostilité est intégrée, et que nous devions, en fait, il devrait nous dire quel doit être aujourd'hui notre atout, ou quel est notre atout, comme moi je pense. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu des performances militaires ou des performances diplomatiques qui, en fait, tantôt, qui vont un peu tantôt en force, tantôt aussi, en fait, en faiblesse, je m'imagine que le président devrait, en fait, reposer son discours sur la santé, des efforts économiques que l'on fait. Parce que tous ces objectifs ne sont atteints que par des travaux, des efforts que font des appareils. Et je pense que le travail du gouvernement, qui doit, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous permettre de savoir si, en dépit de tout, nous avons un créneau, nous avons un atout sur lequel nous pouvons construire notre avenir. Et j'aurais, si j'avais été, en fait, convié, comme les autres, à penser la structure de ce discours-là, je crois qu'on devrait montrer que même si, au jour d'aujourd'hui, on a des problèmes peut-être de contre-performance sur certains domaines, qui sont des domaines de preuve, mais nous avons quand même une remontée sur le plan économique, et que si nous construisons, nous réussissons à construire l'économie de cette nation, nous avons le moyen de rebondir. Parce que regardez, tout ce que nous avons comme contexte difficile, ça tourne autour de l'économie. Si nous n'avons pas une armée forte aujourd'hui, c'est parce que l'économie n'est pas forte. Nous ne pouvons pas, en fait, avoir de viviers d'intelligence s'il n'y a pas de centres de recherche, s'il n'y a pas des instituts de recherche, s'il n'y a pas de financement de recherche. Alors, tout cela, c'est que, quelque part, nous devons savoir à quoi nous entraînons, quel est notre plus grand atout dans l'ensemble du contexte. Or, notre atout aujourd'hui, me semble-t-il, c'est en fait l'effort que le gouvernement fait pour essayer, en fait, de consolider des avancées que nous avons dans des questions économiques, quels que soient, en fait, certains petits problèmes d'hésitation, parce que je sais, les gens vont se dire, oh non, on a un petit problème peut-être avec, le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. Mais je crois que ce n'est pas ça, en fait, qui arrête la marche. Ça, c'est sans doute guerre. Alors, la guerre, elle est importante. Nous devons, je crois que le président doit savoir, quelqu'un a parlé de la mobilisation. Je crois que dans cet état de nation, le président devrait insister aussi sur cette économie. Il doit présenter une économie de la mobilisation, en fait, de tout le peuple, parce qu'on ne gère pas la guerre, en fait, seul. On ne fait pas la guerre seul, on fait la guerre avec la société, comme on dit en théorie. Papi Tamba, vous avez suivi le professeur Bioya et les autres invités sur ce plateau. Et le FMI, la Banque mondiale sont en train de murmurer un peu. Le FMI a eu le courage de prendre la décision de ne pas conclure justement le PEC 2. Et pourtant, sur le terrain, l'économie congolaise a donné des signaux très forts dans le sens des avancées notables. Et le professeur a essayé de parler de la guerre, d'une autre forme de guerre. Est-ce que c'est votre lecture? Une autre forme de guerre, à part celle imposée dans l'Est contre le Congo? Merci pour l'invitation. Déjà en son temps, l'effet président Mobutu disait qu'il n'était pas facile d'être les Zaïre. Donc nous pouvons encore dire aujourd'hui qu'il n'est pas facile d'être la République démocratique du Congo. C'est l'occasion aujourd'hui pour les chefs de l'État de dire la vérité au peuple congolais. La mobilisation doit passer par la vérité, que les gens sachent quelles sont les difficultés qui sont les siennes, comment nous devons nous mobiliser autour du chef de l'État. Ce n'est plus l'heure de nous diviser inutilement parce que, M. Fabien,
les chefs de l'État prêtent son serment le 20 décembre, mais on a mis environ 5 mois pour mettre en place un Premier ministre, bloqué par les mécanismes de notre Constitution et les enjeux des hommes politiques. 5 mois de perdus. Et environ 1 mois pour constituer le gouvernement. Et au mois de juin, seulement les budgets d'exercice pour 2000. Là, nous avons déjà les premières images de la salle de congrès du Palais du Peuple. On voit les deux présidents de chambres qui y ont fait leur entrée dans la salle, apparemment. Et donc, les décors est déjà plantés pour cette grande cérémonie. Papi Tamba, on revient à vous. Il fallait le souligner, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Le budget d'exercice qui va être définitivement voté au mois de juin. Tous ces temps, c'était à inscrire dans les schémas de nos pères, des pères fondateurs de notre Constitution par rapport au mécanisme même de cette Constitution qui avait bloqué un certain nombre de choses. Et entre-temps, 3 mois déjà auparavant, avant ce budget, on était déjà engagé dans la guerre avec les M23, c'est-à-dire depuis le 23 mars, comme nous le savons. Ce sont des difficultés. Mais le chef de l'État a eu à s'exprimer 3 fois cette année. La première fois, il a fait le 29 juin, un jour avant la fête de notre indépendance. Et il était clair que toutes ces difficultés-là ne doivent pas bloquer les processus de notre développement et que nous devons continuer les travaux de la reconstruction de notre pays malgré cette guerre injuste qu'on nous impose. Il a tenu pratiquement les mêmes discours devant la tribune des Nations Unies et un jour après la prise de Goma. Donc aujourd'hui, nous savons que le chef de l'État sera fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il va toujours continuer à dire aux Congolais que nous allons poursuivre les efforts, mais ça sera l'occasion maintenant de dire la vérité aux Congolais pour comprendre que Kabila ne construit pas ce pays dans un contexte facile. Donc c'est l'heure pour les Congolais de comprendre, et comme l'a dit le professeur Biyoya, pendant que nous avons une guerre sécuritaire, on nous livre encore une guerre économique. Donc les politiciens que nous sommes peut-être, je pense que c'est le moment de changer un peu notre langage. Vous l'avez dit tout à l'heure. Si je dis peut-être, parce que... Non, parce qu'il y a une frange des politiciens qui sont fidèles à eux-mêmes, malgré tous les appels qu'on peut leur lancer. Nous constatons malheureusement qu'ils sont incapables de s'amender. C'est pourquoi moi j'essaie de relativiser pour dire peut-être. Mais les souhaits seraient aujourd'hui que les Congolais considèrent que cette occasion, ça va être l'occasion de créer un mariage. Je présume que le chef de l'État dira la vérité aux Congolais, que les Congolais puissent recevoir cette vérité avec fair play, avec beaucoup de volonté, pour que nous puissions maintenant bâtir une nouvelle société. Nous devons davantage nous mobiliser. La guerre au niveau de l'Est de notre pays, elle est injuste, elle bloque notre développement. La guerre économique, vous l'avez dit, qu'on va encore nous livrer, elle est encore injuste. Et si les Congolais maintenant veulent encore se diviser davantage, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que nous aimons notre pays? Nous reviendrons à ces volets-là. Susan Rice aurait même bloqué le rapport des experts de l'ONU sur la situation au Congo, surtout la crise dans l'Est, exigeant qu'on écarte l'allusion faite au Rwanda comme étant commanditaire ou bien soutien 23. Il y a à manger, à boire dans ce qui nous amène aussi la manne ici pour nous faire voir qu'ils sont avec nous. On pourra en parler. Monsieur Kisombe, nous prenons le premier engagement, faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Pensez-vous qu'une année après, malgré cette guerre justement, est-ce qu'il y a quand même des pas qui ont été marqués? Vous prenez le micro, voilà. Oui, excusez-moi. Voilà, ça arrive. Les institutions du pays ont la charge, c'est un petit peu comme ça partout, de conduire les efforts de développement et de résolution des problèmes qui se posent aux citoyens. Et pour notre pays, qui est encore un pays très en retard sur le plan économique, sur le plan social, les défis sont énormes. La vision, la démarche sont belles et grandes de la part du président de la République, de la part des Congolais qui rêvent d'un Congo émergent, on l'a dit ici, mais la tâche sera de longue haleine. Mais en toutes circonstances, nous devons évaluer la situation. Le président de la République, vous l'avez dit, il veut faire de ce pays, mais tous les Congolais veulent faire de leur pays un pays qui va de l'avant, un pays qui se ressource sur le plan des intelligences, sur le plan du savoir-faire, qui se régénère. C'est pour cela que
dans la vision de la révolution de la modernité, il est d'abord question d'axer nos efforts sur la constitution d'une véritable source d'intelligence, d'une véritable mobilisation des énergies pour que le Congo exploite de la manière la plus efficiente tout son génie. C'est pour cela qu'on parle de vivier d'intelligence, de savoir-faire, de nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, pourquoi est-ce que l'on dit nouvelle à mon sens? Et je comprends que c'est dans l'esprit de ce qu'on appelle la révolution de la modernité, c'est-à-dire la citoyenneté telle qu'elle existe de manière classique, mais avec les éléments spécifiques des défis du XXIe siècle. Et donc, je crois que, au regard des difficultés qui sont encore les nôtres sur le plan de la situation de l'éducation, de l'enseignement, du niveau de l'enseignement, de la dégradation pendant des années de notre système d'enseignement, de l'absence d'efforts conséquents pour le moment en raison de la crise, de la constitution d'une véritable force de recherche. Je crois que c'est Norbert Yamba qui a évoqué la nécessité pour un pays, le prof Bioya aussi, le professeur Bioya, la nécessité d'être un pays qui se développe et donc, comme les autres pays qui émergent, c'est avec des paramètres bien précis, notamment celui du développement des centres de recherche et de service à la société. Parce que sans la recherche fondamentale aussi bien que la recherche pratique, la recherche concrète, expérimentale, il n'y a pas de développement possible. Il n'y a pas de hasard dans tout cela. Il y a des conditions préalables qui doivent être réunies. Et face à cela, le président de la République, je termine par là, en parlant de la situation du pays, c'est un exercice habituel, nous avons noté qu'il place l'environnement général dans lequel la situation du pays doit être présentée. Et il termine son propos. Là, toujours... apparemment, Yves Kissombé, c'est l'arrivée, d'une personnalité importante, évidemment, le chef de l'État. Joseph Kabila a fait son entrée sur l'esplanade du Palais du Peuple et il est en train d'avancer. Alors, dans quelques instants, il sera devant les deux chambres réunies. Vous terminez? Oui, je disais, donc le président de la République qui vient d'arriver va être accueilli par, comme c'est de tradition, par les présidents des deux chambres. Oui. Les présidents des deux chambres. C'est comme ça que ça se passe. Et donc je terminais mon propos en disant qu'il va également dresser les perspectives pour continuer à entretenir l'espoir. Le Congo est en guerre, notre pays est freiné dans son élan, et le président va nous dire, lui en tant que guide, en tant que celui qui montre la voie à suivre, il va dire aux Congolais aujourd'hui comment est-ce qu'il entend faire en sorte que nous sortions de ces difficultés. Norbert Yamba, avant de rejoindre Franklin Tiamala, le chef de l'État vient d'arriver au Palais du Peuple. Et là, ce sont les formalités protocolaires qui sont en train d'être remplies. Et tout à l'heure, vous allez voir en image. Et nous, on continue nos commentaires sur le plateau. Norbert Yamba, faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Depuis que le chef de l'État a pris ses fonctions pour un second mandat, est-ce qu'il y a eu